Merci à tout le monde d'être là. Ma prise de parole est essentiellement destinée à ouvrir ce colloque et à remercier nos deux partenaires d'un colloque qui a été préparé par Tal Brutman et Julie Mac, la coordinatrice des activités culturelles du Mémorial, avec toutes les équipes du Mémorial. On a ressenti le besoin de faire un état des lieux de nos connaissances sur ce sujet, qui préoccupe bien évidemment tous les historiens qui travaillent sur ce sujet. Nous, à notre modeste mesure, au début des années 2000, on avait publié un numéro spécial de la revue d'histoire de la Shoah qui s'est transformé après en livre, Des voix sous la cendre, qui était une nouvelle traduction des 5 manuscrits des Sonderkommando retrouvés à Birkenau. Je vous rappelle également que les quelques photos des Sonderkommando font partie de notre exposition permanente. On les retrouve également aujourd'hui dans l'exposition dont Tal a été le commissaire scientifique sur l'album d'Auschwitz. Tout récemment, on a eu la chance de pouvoir faire rentrer dans nos collections une quarantaine de dessins d'un Sonderkommando très connu qui s'appelle David Holler. Et enfin, Karen Tayeb, la responsable des archives du Mémorial, parlera mieux que moi de ce manuscrit identifié, cette lettre de Ernst Hermann Strassvogel. Donc, pour vous dire à quel point c'est vrai que la question des Sonderkommando accompagne bien évidemment notre travail sur la Shoah. Et c'est vrai que je suis ravi que les plus grands spécialistes de ce sujet aient bien voulu aujourd'hui et demain plancher et partager leurs connaissances sur un sujet très important. Donc, encore une fois, merci à tout le monde. Et puis, je sais que Serge est un petit peu retardé, Serge Klarsfeld. Donc, on va donner la parole directement à Tal Brutman. Merci, Jackie. Je vais juste dire quelques mots en anglais et repasser en français ensuite. So, just a few words in English. I was asked by Julie, who is the real organizer of the conference. I hardly did anything to speak in French. L'organisatrice du colloque. Donc tout le monde va parler sa langue, soit maternelle pour le français, soit en anglais. Et il nous faut obéir à Julie. Donc, je vais repasser au français pour faire une petite présentation avant de laisser la parole à Monsieur Piotr Sebinski. Et moi avons décidé d'organiser ce colloque. L'idée, c'était d'aborder un point qui est très particulier et face auquel on s'est heurté dès l'organisation, puisque vous pouvez regarder le programme. On a mis un titre générique qui est à l'épicentre de la destruction des Juifs d'Europe, qui pose la problématique, mais en même temps, on s'est heurté à quel terme utiliser pour désigner ces personnes qui se sont retrouvées à cet épicentre, ces Juifs qui ont été plongés au cœur du processus de destruction. Il y a 3 termes qui sont rentrés dans l'histoire et la mémoire: Sonderkommando, Arbeitsjuden et Brigade de la mort, qui sont 3 termes qui ont été utilisés à la fois par des rescapés et aussi par les nazis eux-mêmes. Mais c'est là où il y a quelque chose et qui explique le choix qu'on a fait pour le programme, c'est que le terme qui s'est imposé d'une façon générique, c'est le terme de Sonderkommando, qui n'existe que dans un seul endroit, qui est Auschwitz. Ce qui est une nouvelle illustration que Auschwitz est vraiment le lieu central à partir duquel on se représente la Shoah, le processus de destruction. Donc, d'un côté, il y a le poids d'Auschwitz, qui est un site très particulier, et on va y revenir notamment aujourd'hui. Et en même temps,
il y a un paradoxe. Si on prend d'un côté les rescapés des autres centres de mise à mort, Treblinka, Sobibor, Belzec, Chelmno, qui sont une poignée, leur image n'a jamais été négative jusqu'à aujourd'hui. Dans le même temps, les rescapés du Sonderkommando, pendant très longtemps, et je pense qu'on y reviendra au cours des échanges, ont été vus très négativement, très péjorativement, accusés d'énormément de choses, de mon point de vue, injustes. Et c'est là où il y a le paradoxe. D'un côté, le terme est appliqué à tout le monde. De l'autre, il n'y a qu'un de ces groupes, le Sonderkommando, la seule équipe appelée comme telle, qui est vue négativement. Et on pourrait passer au crible tous les procès où des rescapés des centres de mise à mort ont été appelés à témoigner à partir de 1945. On pourrait prendre par exemple le procès le plus emblématique, qui est le procès Eichmann à Jérusalem, Dov Freiberg, qui est rescapé de Sobibor, ou Eliaou Rosenberg, qui lui est rescapé de Treblinka, n'ont pas une image négative qui leur est accolée quand ils témoignent, pas plus que Léon Welitzky-Orwells, pas plus que Samuel Razman qui témoigne à Nuremberg à propos de Treblinka, etc., etc. C'est vraiment sur l'image même des membres du Sonderkommando où il y a quelque chose de très particulier qui s'est appliqué. Et à mon avis, mais là je le pose en introduction, je pense, mais ça peut être immédiatement dans la suite des discussions disqualifié, je pense que c'est dû à la nature double d'Auschwitz, où il y a des prisonniers du camp de concentration qui sont confrontés à quelque chose qu'ils ne comprennent pas, qui se passe au-delà des barbelés du camp de concentration. À Treblinka, ailleurs, il n'y a pas de camp autour avec des témoins massifs qui pensent que les autres prisonniers, leurs égaux, sont en train de trahir et de collaborer. Maintenant, il y a énormément de questions qui sont sous-jacentes et on ne peut pas tout aborder dans un colloque de 2 jours. Il y a la question même des termes qui peut poser tout un ensemble de questions. Par exemple, Arbeitsjuden, qui a priori a été utilisé pour les sites de Treblinka, Sobibor et Belzec, n'est pas né avec la création de ces équipes, mais est né bien avant, au moins à partir de 1938, pour désigner les Juifs dans les camps de concentration, qui étaient astreints au travail, ce qui montre aussi qu'il y a une continuité, non pas dans la réalité qui se trouve derrière le terme, mais derrière l'usage des termes. Le terme de Sonderkommando, lui également, est très particulier, puisque c'est un terme qui est ultra utilisé par le régime nazi pour désigner énormément de choses. Et alors, je ne vais pas passer au crible tous les usages de Sonderkommando, mais il y a un point qui mérite d'être appelé. Sobibor, Treblinka et Belzec sont appelés des SS Sonderkommando. Ce sont les sites qui sont appelés comme tels, pas les détenus juifs qui sont laissés en vie temporairement. Mais c'est là aussi où il y a une question qui mérite d'être posée, et en allant très vite, sans rentrer dans le détail, que désigne en réalité le terme de Sonderkommando? Si on regarde selon le moment où il est utilisé, est-ce que ça veut dire ceux qui brûlent les cadavres? Alors, pour 1942, cela ne marche pas. En 1942, on ne brûle pas encore les corps à Auschwitz, pas plus qu'on ne les brûle à Treblinka, à Sobibor, à Belzec, etc. Est-ce que ce sont ceux qui vident les chambres à gaz? Dans ce cas-là, Léon Welitzky-Orwells, qui est détenu à Lviv, au camp de Janowska, et qui est chargé, avec d'autres, de gérer les corps, il n'a jamais mis les pieds dans une chambre à gaz, il ne peut pas être qualifié de Sonderkommando, etc., etc. Ça montre juste une chose, ce terme-là, c'est un terme qui est un fourre-tout assez classique dans la LTI, comme l'a défini Victor Klemperer, mais ça montre une chose. Les SS à Auschwitz, qui ont qualifié les détenus majoritairement juifs, qui étaient dans le Sonderkommando, comme étant des membres du Sonderkommando, sont ceux qui sont chargés de la mort anormale. Et c'est là où il y a quelque chose qu'il faut quand même rappeler en introduction avant de rentrer directement dans le processus de destruction. À l'intérieur du camp, comme dans tous les camps de concentration, il y a des commandos de prisonniers qui sont chargés de s'occuper des morts, entre guillemets, normaux, ceux qui sont tués à l'intérieur du camp. Tués à l'intérieur du camp ou qui meurent des conditions auxquelles ils sont astreints. Pour citer l'un des rescapés les plus célèbres, Alfred Wetzler, travaillait dans la morgue de Birkenau. Il gère les morts, entre guillemets, normaux du camp. Ce qui montre vraiment que pour les SS, les membres du Sonderkommando sont ceux qui sont à l'extérieur et qui s'occupent de la mort de masse. Et c'est là où il y a énormément de choses qu'il faut envisager, non seulement à partir de l'épicentre qui est à Auschwitz en matière de représentation,
mais aussi s'interroger sur comment tout cela s'est mis en place pour aller très vite, puisque ça ne relève pas d'une décision centrale qui a été prise à Berlin, c'est l'accumulation de tout un ensemble de décisions qui sont à la fois la décision d'assassiner les Juifs, puis plus tard, ou quasiment simultanément, l'opération 1005, qui décide de la destruction des corps pour des raisons qui viennent s'ajouter à cela, mais qui ne sont pas forcément de la destruction de preuves, mais plus des questions prophylactiques, plus la gestion des biens des victimes qui, là aussi, vient s'ajouter dans un second temps. Et c'est tout cela qui donne l'image de ces groupes-là, qui n'ont pas un nom et qu'on retrouve un peu partout à travers l'Europe allemande. Je pense que j'ai suffisamment parlé et je vais laisser la place à Annette Wieworka et Piotr Siwinski. D'abord, je voudrais remercier Tal, remercier Julie, remercier aussi Karen de cette invitation. Je suis très, très honoré d'ouvrir, enfin de presque ouvrir ce colloque avec Piotr. Nous nous connaissons depuis quelque chose comme 3 décennies, peut-être, et il avait été l'invité d'honneur à cette journée d'études que nous avions faite en 2010, qui s'appelait « Le futur d'Auschwitz », et dont vous pouvez trouver la trace, puisque les actes ont été publiés sur Internet gracieusement. Alors, je vais rebondir, finalement, ça s'intègre très bien, ce que je vais dire, à ce que Tal vient de dire sur cette place très particulière des membres du Sonderkommando et du Sonderkommando d'Auschwitz-Birkenau dans la réflexion qu'on peut mener sur Auschwitz. Et je vais citer Piotr, puisque c'est le début de notre conversation. Je vais citer Piotr quand il conclut son discours au 80e anniversaire de l'ouverture des camps d'Auschwitz, le 27 janvier de cette année, et il dit « L'histoire et la connaissance des faits, mais ce dont nous avons besoin désespérément aujourd'hui, c'est de la mémoire qui est la conscience des faits. » C'est ce que vous avez déclaré. On va se vouvoyer, on se tutoie, mais c'est plus convenable de se vouvoyer quand il y en a d'autres. Et je me dis que là, on est au cœur de la question du Sonderkommando et de l'étude du Sonderkommando. Est-ce que c'est une question historique ou est-ce que c'est une question morale? Et c'est ce que disait Tal tout à l'heure en d'autres termes. Alors, je voudrais très rapidement tracer une sorte d'histoire de la façon dont on a appréhendé les membres du Sonderkommando, sous, bien évidemment, le contrôle de Piotr et pour entamer la discussion. En fait, les premiers témoignages ont été découverts très vite, si je ne me trompe, parce qu'ils avaient été enfouis dans la surface des Sonderkommando, et c'est ces témoignages auxquels Jacques Fredge a fait allusion tout à l'heure, c'est-à-dire ces premiers témoignages qu'on connaît, Gradowski, Leventhal, les Blankfuss. Ces témoignages ont tout de suite suscité de l'intérêt, et c'était un intérêt qui était documentaire, historique. C'est-à-dire que ce sont ces témoignages qui ont été un élément de la prise de conscience du fait que les Sonderkommando étaient le lieu de la destruction des Juifs d'Europe et qui ont permis la première prise de conscience de ce qu'était Auschwitz. Ces témoignages, on peut les entendre en partie en yiddish dans ce documentaire exceptionnel d'Emil Weiss qui s'appelle Sonderkommando, qui est un documentaire où il y a les récits des Sonderkommando avec un tournage sur les lieux d'Auschwitz. Je pense que Piotr se rappelle d'Emil Weiss qui lui a beaucoup pris la tête, je pense, pendant toutes ces années, les années où il a tourné. Et puis ensuite, il y a eu des publications de
ces témoignages. Jacques Fredge a fait allusion à la publication des Voix sous la cendre, mais il faut quand même citer la publication précédente, qui était celle de Berelmark, et dont le titre était « Les rouleaux d'Auschwitz ». Rouleau, c'était quand même une référence aux rouleaux de la Torah. Et puis ensuite, on a eu la vague des témoignages de ceux qui avaient survécu. C'était plus les témoignages d'outre-tombe, les témoignages des morts, mais les témoignages de ceux qui avaient survécu. Alors Philippe Müller, 3 ans dans une chambre à gaz, 1980, Shlomo Venizia, qu'on connaît bien ici, et puis tout dernièrement, le dernier témoignage de quelqu'un qui a survécu, écrit dans l'après-coup, passe sur le moment, qui est celui d'Alter Feinzilberg. Et puis il y a des témoignages qui rassemblent les deux à la fois. C'est par exemple Nadjari. Marcel Nadjari, c'est un témoignage enfoui qui a été retrouvé relativement tard, qui n'a pu être décrypté que parce qu'on a aujourd'hui des méthodes qui permettent de décrypter un témoignage. Mais ce témoignage de ce juif thessalonicien, il y en a un second qu'il a écrit après. Donc je voudrais signaler cette publication que je trouve exceptionnelle et dont Tal, je crois, a été le coordinateur scientifique du témoignage de Nadjari, qui est paru il y a, je crois, 2 ans. Il y a une soirée ici, une soirée ici qui vient de paraître en livre de poche et qui est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Donc, et petit à petit, on a lâché cette idée que ce témoignage devait documenter ce qu'avait été la destruction des Juifs pour se pencher plus sur l'effet que ça faisait sur des gens et même sur la seconde génération, puisque à la fois Nadjari et Feinzilberg donnent la parole aux enfants de ces... Voilà. Donc la question que j'aurais, la conversation que j'aurais qu'on ait, c'est le poids de ces témoignages pour écrire l'histoire des Sonder Commando et le poids de la morale, puisque le dernier livre de Piotr, c'est un livre qui concerne beaucoup la question de la morale. Voilà ma question pour le début de conversation. Elle n'est pas petite. Elle est énorme, oui. Fondamentale, je dirais même. Bon, déjà, d'un côté, il faut bien se dire que les crématoires n'ont pas commencé avec Auschwitz, ils n'ont pas commencé avec les camps. Les crématoires apparaissent vers la fin du 19e siècle dans le monde protestant, bon, pour des gens qui meurent d'une mort naturelle, de vieillesse, etc. Ils sont adaptés par des camps nazis à cause du nombre de personnes qui y mouraient. Dans la plupart des camps, ce sont d'ailleurs des crématoires à roulettes, je dirais, que l'on pouvait transporter. Auschwitz, je crois que c'est le premier camp où en fait un crématoire est mis en place d'une manière stable, non pas transportable. Et cela est fait. Enfin, les premiers plans sont à la fin du mois de juin 40, donc dès le début du camp en fait. Et il est vrai que déjà à Auschwitz, ceux qui travaillaient 2 ou 3 années plus tard dans le Sonderkommando, lors de la mise à mort massive de la population juive, déjà dans le camp, ils étaient regardés ou aperçus par certains, du moins, d'une manière, disons-le, suspecte, ou envieuse même parfois. L'un n'interdit pas l'autre. Suspecte parce que oui, ils travaillaient un peu hors de la vue de tout le monde. Ils étaient tenus à l'écart des autres prisonniers. Il y avait déjà surtout par les nouveaux arrivés, je veux dire, des accusations de coopération ou de collaboration trop poussées. Mais envieuses au même temps parce qu'ils étaient dans une meilleure situation, ils étaient mieux nourris, ils avaient ils étaient mieux, je veux dire,
n'étaient pas tenus dans des baraques entassées comme les autres. Ils avaient un meilleur accès à l'espace du Canada, qui leur était tout proche, donc à tous les biens spoliés au transport juif. Donc déjà à l'intérieur du camp, ils étaient jugés d'une manière diverse, je dirais. Certains autres, surtout ceux qui étaient depuis longtemps à l'intérieur du camp, réagissaient à ces jugements excessifs en disant oui, mais voyez ce qu'ils ont à faire, ils n'ont aucune chance de survivre. C'est d'ailleurs ce que le Sonderkommando a pensé d'eux-mêmes, qu'ils seront les premiers à être mis à mort. Bon. Après la guerre, c'est vrai, ils ont témoigné lors des procès, puis arrive fin des années 60, début des années 70, et en fait, je crois qu'une des personnes qui a fait le plus de mal à cette catégorie de prisonniers, c'était Hannah Arendt, qui, d'une manière brutale, les a accusés d'une collaboration, en fait, sans vraiment essayer de comprendre la situation dans laquelle ils se trouvaient. Personne n'était volontaire pour être du Sonderkommando. Ils étaient pris de force, ils y étaient mis. À partir de ce moment, en fait, les portes de la survie leur étaient fermées. S'ils refusaient de faire ce travail, et il y en a qui refusaient, on a des témoignages, mais ils étaient tout de suite mis à mort et quelqu'un d'autre était mis à leur place. Il n'y avait pas de retour depuis l'intérieur du Sonderkommando vers le camp, vu qu'ils étaient porteurs de secrets pour les SS. Donc bon, si l'on veut déjà se poser dans une position de jugement, ce à quoi je me refuserais presque dans cette situation-là, n'y étant pas, n'ayant pas des choix à faire, n'ayant pas cette perspective de la mort qui s'approche, il aurait qu'un fallu le peser d'une manière plus justifiée que ce qu'a fait Hannah Arendt. Et mis à part Philippe Müller, en fait les autres se sont tus complètement pendant 2-3 décennies. Ils n'ont plus parlé. Surtout en Israël, ils étaient même, je dirais, d'une manière juridique, un peu dans une situation plus difficile, parce qu'ils étaient presque accusés de collaboration. En fait, c'était à eux de prouver qu'ils n'ont pas collaboré, presque, dans ces années-là. Et en fait, ça a duré terriblement longtemps. C'est à la fin de leur vie que des récits ont été récoltés puis publiés par Gideon Greif, par Igor Bartoshik ici, qui a fait un livre avec Mandelbaum, Shlomo Venezia qui a été publié en français, etc. etc. On sent bien dans ces récits, certains parlent plus facilement, d'autres sont plus restreints à donner des détails, mais en fait, ces récits parlent beaucoup plus d'un côté technique de la mise à mort, d'un côté technique du fonctionnement des crématoires. Peut-être que ces 20 ou 30 années de silence, en fait, nous ont enlevé la possibilité de poser d'autres questions. C'est quand même eux qui auraient pu raconter ce que l'on ne sait pas, autrement dit, toute l'histoire, en fait, de ceux qui n'ont pas été sélectionnés vers le camp. Ce sont des voix qui nous manquent. Je veux dire, l'histoire de la Shoah s'arrête au moment de la sélection à Auschwitz. Puis ensuite, on a les récits de ceux qui ont été sélectionnés vers le camp. On n'a plus
les récits de ceux qui ont été sélectionnés vers la chambre à gaz. Et je crois que ces 20 ou 30 années de silence, voire même peut-être plus, nous ont un peu enlevé cette partie-là de l'histoire que l'on aurait pu peut-être travailler plus pleinement. Moi, je crois que, puisque c'est une conversation, donc je vais rebondir sur 3 points. Le premier point sur la question des crématoires. La caractéristique de Birkenau, bon, c'est pas à Piotr que je dois le dire, c'est ces énormes installations intégrées, crématoires, chambre à gaz, qui fait que dans le même ensemble, on a la totalité du processus d'assassinat des Juifs qui n'entrent pas dans le camp. Et c'est une particularité de Birkenau par rapport à tous les autres lieux dont Tal a parlé tout à l'heure. Cette particularité, on la connaît notamment par les témoignages enterrés. Donc, certes, je vais revenir sur Hannah Arendt, certes, il y a une difficulté de prendre la parole de ceux qui avaient survécu, mais on peut dire que pour les morts, ça a été un acte de résistance, de laisser des archives. Tout à l'heure, demain, il y aura Samuel Kassoff, je ne sais pas s'il est dans la salle, mais Samuel Kassoff a écrit ce livre merveilleux qui écrira notre histoire sur le petit groupe autour de Ringelblum qui a rassemblé les archives dans le ghetto de Varsovie. Donc on a cet acte de résistance des membres du Sonderkommando qui écrivent des témoignages parfois fort longs dans une langue magnifique et qui en fait veulent témoigner d'un peuple qu'on est en train d'assassiner. Donc je pense qu'on a cette parole. Maintenant, Hannah Arendt. Hannah Arendt, c'est toute la polémique qui n'a pas cessé aujourd'hui, qui naît du procès d'Adolf Eichmann, de son Eichmann à Jérusalem, qui dit si les Juifs n'avaient pas coopéré à leur propre mort, et elle ne parle pas spécifiquement des Sonderkommando, mais elle parle des Judenräte, elle parle des polices juives du ghetto, la destruction n'aurait pas atteint cette ampleur. Je ne vais pas reprendre la polémique, d'autant que j'ai beaucoup écrit dessus. Donc je me permettrai presque de renvoyer à ce que j'ai écrit dessus. Mais Piotr a raison. En Palestine, puis en Israël, on vote une loi en 1950, qui est la loi de punition des nazis et de leurs collaborateurs, qui ne vise pas les nazis, puisque personne ne peut penser en 1950, quand la loi est adoptée par la Knesset, qu'il y aurait des nazis en Israël, mais qui vise les collaborateurs. Et les collaborateurs, c'est les membres des conseils juifs, c'est les membres de la police juive des ghettos, dans un pays où la population est très peu nombreuse, peut-être 1 million, dont pratiquement la moitié sont des survivants. Ça veut dire que vous pouvez aller acheter votre lait dans une boutique et tomber sur le policier juif du ghetto. Et il y a effectivement 30 ou 40 procès, et ça s'arrête net avec le procès d'Adolf Eichmann, où il y a plein de témoignages, bon, Tal y a fait allusion, le témoignage d'Eline Vasseur, enfin plein de témoignages de gens qui, d'une façon ou d'une autre, ont été dans ces unités qui ont eu la gestion des corps. Et le procès Eichmann, en quelque sorte, réhabilite ces gens. C'est-à-dire qu'on les écoute de façon très... enfin, on comprend quelque chose de ce qu'a été la situation. Piotr n'est pas d'accord avec moi, donc conversons. Si vraiment il y aurait eu une réhabilitation dans le sens large public, je crois qu'ils auraient parlé. Or, ils commencent à parler, en fait, mis à part Müller, ils commencent à parler dans la seconde moitié des années 90, 30 ans après. C'est ce qui est frappant qu'ils se sont d'accord sur la chronologie. Hein. Müller, c'est 80. Oui. Voilà, ouais. Il parle au moment où... Ils se sont tus. Il a fallu vraiment qu'il y ait un effort de Yad Vashem pour
et de Greif pour les faire reparler. Et c'est quelque chose qui pour moi est... D'un côté, bon, il y a peut-être le trauma qui fait aussi son travail. Quelqu'un qui est traumatisé à ce point-là, ils l'étaient tous à un point incroyable. Je veux dire, si quelqu'un a parlé à certains d'entre eux, le trauma, il était visible à toute première approche. Mais néanmoins, un silence aussi long, alors que les autres prisonniers, les autres survivants publient de plus en plus, et cela dès les années 70, 80, etc. Même après le film Shoah, ils n'ont toujours pas commencé à vraiment parler. Alors, la question de parler, c'est une question un peu compliquée. Parler, il faut aussi avoir quelqu'un qui écoute. C'est vrai que, par exemple, dans la première grande collecte de témoignages filmés, qui est celle initiée par Yale, les Fortunoff Video Archives from Holocaust Testimonies, on se rend compte qu'il manque les policiers juifs des ghettos, il manque un certain nombre de personnes qui, elles, n'ont pas envie de témoigner. Alors, il y a peut-être le trauma, mais il y a peut-être aussi le fait de dire, ben voilà, moi j'ai fait ça, de le dire à sa famille, de le dire à ses enfants quand ils ont eu des enfants, c'est pas quelque chose qui est si facile. Mais je pense qu'on pourrait prendre un autre biais qui serait, mais Ophir Lévy ne va pas parler de ça aujourd'hui, mais qui serait la représentation dans les films documentaires ou de fiction du Sonderkommando. Et on ne peut pas non plus ne pas parler de ce film qui a eu la Palme d'Or à Cannes il y a quelques années, qui est Le Fils de Saul, qui se passe tout entier à l'intérieur du Sonderkommando. Et que l'on fasse d'un héros, enfin qu'on fasse d'un de ces personnages un héros, parce que c'est le héros du film, ça montre effectivement qu'il y a une évolution au fil des années dans l'espace public. Maintenant, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que dans le canon des témoignages, ben, on préfère Anne Frank à Philippe Muller, pour prendre deux exemples. C'est-à-dire qu'on préfère une histoire de la Shoah que j'appellerais soft, pleine d'humanité, où on a une famille, où on a une jeune fille, et où finalement on n'a pas de mort, à ces livres terribles. Liana Lévy a publié ce livre absolument étonnant, enfin, qui a fait l'objet de polémiques sur la question de la pureté de l'édition, qui est le livre « Suis-je un meurtrier ?» Je ne sais pas si Piotr se rappelle. C'est le manuscrit d'un homme, Pererolnik, qui a été policier dans un petit ghetto à Odvodsk, qui a été membre de la police juive du ghetto d'Odvodsk et qui a emmené sa femme et sa fille sur l'Umschlagplatz, sur le lieu de déportation. Et il a laissé, ensuite, lui, s'est réfugié, s'est caché à Varsovie et est décédé lors de l'insurrection de Varsovie, parce que souvent on confond celle du ghetto et celle de Varsovie, et le manuscrit a été publié bien après. Des manuscrits comme ça, on n'en veut pas, ils ne rentrent pas dans le canon. C'est-à-dire que dans le canon rentrent des manuscrits où on peut, dans le canon, c'est-à-dire ce qui est étudié dans les écoles, ce qui est rentre dans le canon, des livres où on peut tirer des choses presque positives de cette histoire. Et quand on est au cœur de la machine de destruction, comme Pererolnik, ou comme Philippe Muller, ou comme les manuscrits des Voix sous la cendre, si on prend les Voix sous la cendre, quand en 2005, je crois, par l'édition du Mémorial et de Kalman Levy a été republié en fait des manuscrits, et bien ces manuscrits ne sont malgré tout pas rentrés dans le canon, c'est-à-dire dans les manuscrits qu'on va aller étudier, par exemple, dans les lycées. Donc il y a quelque chose aussi qui, pour préserver l'humain, pour reprendre l'humain, eh bien on ne veut pas aller jusqu'à cet endroit-là, parce que cet endroit-là
est un endroit, alors moi je suis historienne, hein, donc en général je n'utilise pas des termes moraux, mais là j'ai quand même l'utilisé. On est quand même dans le creux du mal absolu quand on va dans le mécanisme de la chambre à gaz. Alors, est-ce que ça manque aux historiens? J'ai presque envie de dire pas vraiment. Parce que parallèlement à la prise de parole, on a l'étude technique des chambres à gaz. C'est l'énorme livre de Pressac. Vous vous rappelez de Pressac, voilà, parce qu'il faut se rappeler quand même de ce qui nous sépare, nous, du début de cette histoire. Pressac, il est négationniste. Le négationnisme, je le rappelle, c'est la négation de l'existence des chambres à gaz, pas des crématoires, des chambres à gaz. Il est négationniste, et pour pouvoir étayer scientifiquement le négationnisme, il va à Auschwitz. Il y a von Pelt dans la salle qui connaît bien mieux cette histoire que moi, parce que ça a fait l'objet d'un procès retentissant. Et là, il est converti, si je puis m'exprimer ainsi. C'est-à-dire qu'il se dit, ah ben oui, les chambres à gaz et les crématoires ont existé. Et il fait une étude sur les crématoires et sur le rôle de la Topfendzone, c'est-à-dire sur l'entreprise qui a fourni des crématoires normaux, normaux pour la crémation qui se fait dans les cimetières, parce que le crématoire, c'est normal, il y en a un au Père-Lachaise, on va tous, de temps en temps, malheureusement, à des crémations. Et puis ceux d'Auschwitz. Moi, je me souviens, quand j'ai regardé ce livre pour la première fois, je fais ce geste-là. Il a été publié d'abord en anglais par la fondation Serge et Beat Klarsfeld. Il était comme ça. J'ai été l'emprunter chez Pierre Vidal-Naquet. Et j'étais dans le métro, et j'avais ce grand livre. Et je commence à regarder, et j'ai le sentiment physique que mes cheveux se dressent sur la tête. Donc, je veux dire qu'avec les travaux qui ont été faits sur la technologie des chambres à gaz, les travaux qui ont été faits, bon, je ne peux pas les énumérer, parce que depuis 30 ou 40 ans, il y a un nombre infini, on ne peut plus tout lire. On ne peut pas dire qu'on ait un manque et qu'on manque de témoignages au sens où Marc Bloch appelle un témoignage, Marc Bloch, le Strasbourgeois comme Piotr, le témoignage, c'est tout. C'est aussi bien les vestiges que les archives, que les témoignages de ceux qui étaient là. Donc, on n'a pas un manque pour l'histoire, c'est ce que je veux dire. Il y a la question de la morale. Mais on a un manque quand même sur les derniers instants, sur ce que les gens se disaient, sur comment réagissaient-ils, sur à quel point est-ce qu'ils avaient encore, je ne sais pas moi, une lueur d'espoir. Enfin, tout ce qui se passait dans la salle de déshabillage, c'est quelque chose que l'on ne sait pas. Et quand même, cette culpabilisation des Sonderkommando qui les a poussés à ce silence. Mais regardez, à Treblinka ou à Sobibor, annuellement, il y a des commémorations, peut-être pas énormes, mais néanmoins des commémorations des révoltes. La révolte des Sonderkommando à Birkenau, elle est commémorée annuellement depuis pas vraiment très très longtemps, d'un côté. De l'autre côté, je ne sais pas si ça va durer longtemps, parce que quand elle tombe le 7 octobre, en plus, bon, maintenant, voilà. Mais je me souviens lorsqu'en 2009, j'étais en train de préparer l'anniversaire de la libération de 2010, et que je présentais en fait ce que je voulais plus ou moins faire au Conseil international d'Auschwitz. À ce moment-là, il y avait encore beaucoup de survivants, et des survivants vraiment importants qui ont été un peu les maîtres d'œuvre de cette mémoire d'après-guerre. Et je leur ai dit que je voulais prendre une phrase de Zaumen Gradowski, peut-être le plus littéraire des Sonderkommando, comme motto en fait de cette commémoration. La phrase, c'était « Nous avons un mauvais pressentiment car nous savons ».
Eh ben, je me suis heurté à un non possumus total de la part de ces survivants. Non, 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 il faut trouver une autre citation, on va réfléchir. Alors, à Yad Vashem, ils se sont organisés même des réunions pour réfléchir s'il n'y a pas une autre citation. Ailleurs, les autres m'ont écrit des lettres. Pourquoi? Uniquement parce qu'on ne peut quand même pas prendre pour moto une citation d'un Sonderkommando. Ça se fait pas. On est en 2009-2010, hein, déjà. Donc, On est après la réhabilitation très puissante par Lanzmann. Je crois que ça demeure, et en fait, on leur doit à ces pauvres gars du Sonderkommando encore pas mal de travail pour reprendre leur histoire, qui fut certainement l'histoire la plus tragique imaginable dans toute l'histoire de la Shoah, je veux dire. Ce qui se voyait lorsqu'on discutait avec eux, je ne sais pas, j'ai eu la chance de discuter avec 4 ou 5 d'entre eux. Bon, c'était des gens vivants, mais à l'intérieur, à travers les yeux, c'était des cadavres. Je veux dire, ils avaient une mort inscrite en eux-mêmes d'une manière. Et je crois que le fait que personne n'a voulu les comprendre, les faire parler, les faire réagir, il y a quelque chose qui a mal tourné, à mon avis, dans l'après-guerre. Je me sens, je veux dire, en tant qu'entité, pas uniquement en tant que Piotr Szywiński, mais en tant que nous tous, je me sens un peu coupable de la manière dont ils ont été traités après la guerre, jusque, oui, dans la seconde partie, ou vers la fin des années 90, où vraiment il y a eu les premières personnes qui ont voulu les écouter, non seulement les interroger devant des tribunaux pour qu'ils décrivent des technicités de la Shoah, mais les écouter, en fait, les faire parler, essayer de les entendre. C'est autre chose, quand même. Oui, enfin, moi, je pense aussi que les usages du témoignage ont changé. C'est-à-dire que le souci de Piotr aujourd'hui, comme le souci de beaucoup d'autres, hein, c'est d'essayer de voir sur l'individu ce qui s'est passé. Ce n'était pas le souci de l'époque. Quand on regarde le procès Eichmann, je dis quand on regarde, parce qu'on a la chance d'avoir quand même des dizaines et des dizaines d'heures de vidéos qui permettent de regarder les témoins. On s'aperçoit que ce que l'on veut, c'est connaître l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, le témoin, il est là pour connaître l'histoire. Et on ne se préoccupe pas à l'époque de la question du trauma. Tout ça n'appartient pas au vocabulaire. J'ai donné un exemple qui n'est pas celui d'un Sonderkommando, mais qui est l'exemple peut-être le plus poignant, qui est celui d'une femme qui s'appelait Rivka Yoselewska, qui a été victime d'un des Einsatzgruppen, encore un de ces mots dont parlait Tal et qui ne veut finalement rien dire, et la petite fille qui portait un vêtement rouge, c'est ce qui a inspiré Spielberg dans Schindler, hein, qui portait un vêtement rouge et qui s'appelait Martha, a été tuée, elle a été blessée, elle s'est extirpée du tas de cadavres, et puis elle est allée en Israël, et en Israël, elle s'est mariée, elle a eu des enfants. Et le procureur qui l'interroge avec beaucoup de... avec beaucoup de tact, il lui dit « Mais maintenant, tout va bien, vous êtes en Israël, vous êtes mariés, vous avez des enfants. Vous imaginez aujourd'hui quelqu'un qui pense que après ce qui a été vécu, on peut aller bien. C'est pas pensable. Donc je crois qu'il faut voir aussi les ères du temps. Nous, on est dans l'ère des victimes, hein, où on entend ce que les événements ont fait sur les individus. Ce n'était pas le cas jusqu'aux années à peu près 70 ou 80. Donc je pense qu'il y a ça aussi. C'est-à-dire que même si on les avait questionnés, parce qu'on a quand même questionné un certain nombre dans les procès, on ne s'intéressait pas à cet aspect-là. Là, aujourd'hui, c'est l'aspect qui est majeur et qui intéresse surtout, hein, pas simplement sur la Shoah. C'est-à-dire qu'est-ce que les événements font sur le psychisme des individus. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on attend des témoins.
de mon point de vue. Oui, non, Ouais. cette évolution, elle est claire. Il y a cette question de... Parce que ce qui est troublant, on regarde Nadjari. Je vais prendre Nadjari parce que c'est le dernier que j'ai lu. Je dois dire qu'après avoir beaucoup lu de ces choses-là, je n'en lis pratiquement plus aujourd'hui. Donc je ne suis pas tout à fait à jour. Mais Nadjari, je l'ai regardé avec attention. Qu'est-ce qu'on se demande quand on lit Nadjari? Il y a le premier témoignage, dont soit il a cru qu'il était perdu, soit il a oublié l'existence. C'est possible qu'il ait oublié qu'il avait écrit ce témoignage. Le premier témoignage, qu'est-ce que c'est? C'est à la fois un témoignage qui raconte ce qui se passe, et c'est un testament. Hein, il s'adresse à ses camarades, aux siens, il dit au revoir. Ce sont des écrits, les écrits enterrés, ce sont des écrits testamentaires aussi. Documentaires et testamentaires. Voilà. Ensuite, il rejoint Thessalonique et il part aux États-Unis. Et il se marie, il a, je crois, 2 enfants. Hein. Il y a le traducteur qui est là, dont une fille, Nelly, à qui il donne le prénom de sa sœur qui a été assassinée. Et nous, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, comment cet homme peut reprendre une vie après ce qu'il a vécu? Et ils reprennent une vie. Une partie d'entre eux reprennent une vie. Une partie d'entre eux meurt immédiatement après. Une partie d'entre eux se retrouve dans des hôpitaux psychiatriques. Mais il y a toute une partie qui reprend une vie. Et tous ne parlent pas, bien sûr, aussi par eux-mêmes. Ce qui est normal aussi pour les autres survivants. Je ne sais pas, on a entre les mains 450, 350 livres de survivants publiés dans toutes les langues possibles et imaginables d'Auschwitz. Qu'est-ce que c'est? 350 ou 400 livres, c'est rien si on compare ça au nombre de survivants. La plupart, ce dont on n'a peut-être pas toujours conscience, c'est que 90% des survivants n'ont jamais témoigné. N'ont jamais témoigné, n'ont jamais publié de livres, n'ont jamais déposé des mémoires dans des archives. Vraiment, hein, ces chiffres-là sont... c'est vraiment les 10% qui ont parlé. Qu'est-ce que vous faites des 50 000 témoignages rassemblés par Spielberg? Je parle de ceux d'Auschwitz uniquement. Et là encore, ce ne sont pas que des témoignages de survivants, ce sont aussi des témoignages des gens qui ont vu, je ne sais pas, le départ des convois, etc. C'est la définition de survivant par la Fondation Spielberg. Néanmoins, vraiment, l'énorme partie n'a jamais parlé. Et peut-être que là aussi, il y a des éléments de réponse quant au silence des Sonderkommando. Il y en a un qui était très très différent. Igor Bartoschik pourrait en parler longtemps. C'était Henryk Mandelbaum, je crois le seul qui est resté en Pologne jusqu'à la fin de sa vie, qui lui, en fait, sa méthode de survivre face à ce qu'il a vécu était de venir le plus souvent que possible, soit au mémorial à Auschwitz pour parler à des jeunes, soit aller dans des écoles, soit aller, je veux dire, partout. Je veux dire, il faisait ça d'une manière absolument continue, presque maniaque, je dirais. Et là aussi, on n'aura pas le temps, on devrait terminer, mais on pourrait aussi entrer dans une discussion qui serait intéressante, peut-être pas en tant qu'historien, il aurait fallu avoir des psychologues ici, donc une discussion sur est-ce que, ou à quel point le compte-rendu de quelqu'un si traumatisé qu'un Sonderkommando est fiable. Et Mandelbaum, par exemple, jusqu'à la fin de sa vie, disait, alors qu'il était 1 an et demi, je crois, plus ou moins, dans le Sonderkommando, y compris pendant la période de la Ungarn Action, de l'arrivée des 400 000 juifs de Hongrie. Il disait tout le temps que les enfants, il n'y en avait pas parmi les victimes. Il n'y en avait absolument pas.
il rajoutait en général, oui, je sais que mes autres collègues du Sonderkommando disent qu'ils ont vu des enfants parmi les victimes, mais moi, je devais travailler uniquement quand c'était des transports d'adultes qui arrivaient. Alors qu'on sait très bien que les transports étaient par famille entière, par ghetto entier, etc. Donc il y a aussi cela. Mandelbaum a tout simplement effacé la mémoire des enfants, ne pouvant pas, je ne sais pas moi, la travailler. Là aussi, si l'on aurait réussi à avoir plus je ne sais pas, de mémoire, de rapports, de discussions avec les Sonderkommando, il aurait été aussi beaucoup plus facile de croiser certains souvenirs pour essayer de voir où sont les différences, quels sont les... Je crois qu'on a quand même raté 30 ou 40 ans. Il y en a quand même un dont le témoignage a été très controversé et qui a été publié très tôt dans cette revue qui était très importante, qui était Les Temps modernes. C'est le témoignage du docteur Nisly, qui, à mon avis, donc ça a été publié dès les années 50, je crois, ou 60. Voilà. Et c'est un des personnages qui se retrouve dans le Fils de Saul, le personnage d'un médecin. Oui. Voilà. Donc ça a été un témoignage. Mais, comment dire, qu'est-ce que ça apporterait de croiser ces témoignages? Par exemple, c'est Mandelbaum, hein, moi je ne connais pas le témoignage de Mandelbaum, qui dit qu'il n'y a pas eu d'enfant. Bon, c'est intéressant de voir pourquoi il y a une erreur. Si on prend le témoignage et si on revient... Bon, moi je relis beaucoup de Marc Bloch en ce moment, à cause peut-être de la panthéonisation et parce que si on veut réfléchir un peu à l'éthique de notre métier d'historien, Marc Bloch est fondamental. Donc, ce que dit Marc Bloch, c'est que quand il y a une erreur dans un témoignage, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre pourquoi il y a une erreur, et pas de dire, oui, il s'est trompé. Donc, pourquoi il s'est trompé? Mais est-ce que le témoignage de Mandelbaum va nous faire penser qu'il n'y a pas eu d'enfants assassinés? Non, mais il est toujours l'essentiel du travail d'un historien, c'est de croiser des sources, de les faire jouer. Et je crois que voir où est-ce que l'on trouve des différences, où est-ce que l'on trouve aussi non pas des oublis, je dirais des silences, serait beaucoup plus révélateur. Je crois que dans ces moments où on est un peu entre la vie et la mort, on arrive au bout de ce qui est humain, au bout de ce qui est inimaginable. Le silence est aussi une source qui est très intéressante. Absolument. Peut-être qu'on va arrêter là, Julie. Merci, j'étais content de cette discussion.